Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tout d'abord, excusez-moi si ma voix déraille ce soir, mais j'ai un état grippal bien avancé. Et j'avoue que c'est un peu dur d'être avec vous ce soir. Mais je vous souhaite quand même à toutes et à tous la bienvenue. À vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux via la STV et aussi, bien entendu, à vous, chers collègues du Conseil municipal. Avant d'aborder l'ordre du jour de notre Conseil municipal, je veux en notre nom à tous saluer la mémoire des personnes suivantes décédées récemment sur la ville, les anciens agents de notre ville. Madame Doriane Lefebvre, agent décédée le 27 octobre 2024 à l'âge de 81 ans, elle occupait un poste d'agent d'entretien. Madame Michel Roth, agent décédé le 20 novembre 2024 à l'âge de 73 ans, arrivée en 1996 dans la collectivité avec un départ en retraite en 2017. Elle occupait également un poste d'agent d'entretien. Et celle que vous connaissez tous et que vous appréciez tous, Huguette Lesage, qui est une agent décédée le 16 décembre. Hier, j'ai eu son fils qui m'a communiqué cette triste nouvelle, à l'âge de 81 ans, arrivée au sein de la collectivité en septembre 1973 en qualité d'agent d'entretien conciergerie. Elle est partie en retraite le 1er janvier 2009. Elle était la concierge avant Nadine de la maison communale et elle était appréciée pour sa gentillesse et sa générosité que tout le monde connaissait. L'ensemble des élus du conseil municipal se joint donc à moi pour présenter aux familles et aux proches nos plus sincères condoléances. Paul, Mustapha, Hamid, Marc et Aurélien. Ce sont les prénoms des 5 victimes du terrible fait divers de samedi dernier. Nous sommes encore sous le choc après la fusillade meurtrière qui a coûté la vie à 5 personnes innocentes. Un chef d'entreprise de Wormhout, à proximité de son domicile, sous les yeux de sa famille. Puis 2 agents de sécurité bien connus, tous les deux, pour leur implication dans la vie associative de notre agglomération. 2 agents qui officiaient autour de la zone portuaire de Lonne-Plage. Et enfin, 2 réfugiés ressortissants iraniens aux abords du camp de Lonne-Plage. Des crimes aussi horribles, aussi effrayants qu'incompréhensibles. Tout cela à quelques jours de Noël, à l'heure où traditionnellement les familles et les amis se réunissent pour des moments de fête. Aujourd'hui, ce sont des sentiments de consternation, d'abattement et d'incompréhension qui nous animent. Nos pensées vont vers les familles et les proches de ces 5 victimes à qui nous adressons nos plus vives et sincères condoléances. L'autre actualité tragique du moment concerne le cyclone Chido, qui a frappé l'île de Mayotte ce week-end et dévasté une grande partie du territoire. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Selon les autorités locales, qui redoutent des centaines, voire des milliers de morts, il s'agit d'un événement climatique d'une rare violence, avec des rafales qui ont atteint plus de 220 km/h. Il faut remonter à 1934 pour retrouver un phénomène aussi violent dans cette région. La solidarité nationale s'organise avec l'envoi de personnel et de matériels médicaux, de renforts et de moyens de sécurité civile. J'ai demandé à nos services de prendre contact avec la Croix-Rouge française pour convenir de la procédure à suivre afin que la ville puisse participer à l'élan de solidarité envers les populations sinistrées. Un mot également sur la crise politique que traverse notre pays depuis la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin dernier. Une crise qui s'est confirmée avec le résultat des élections législatives le 7 juillet dernier et la fragilisation du pouvoir en place. Au-delà de l'instabilité ambiante et des changements successifs de gouvernement, c'est aussi le projet de loi de finances qui est reporté, ainsi que le vote du budget. Et il faudra s'attendre de nouveau à des débats houleux dans l'hémicycle. À notre niveau, par ricochet, il est donc difficile d'élaborer une projection pour notre budget de 2025, selon l'augmentation ou non de notre DSU, selon la ponction ou non via le fonds de précaution, à quel montant, et enfin, selon la diminution du FCTVA, qui permet, je vous le rappelle, de financer nos investissements. J'avais eu l'occasion, rappelez-vous, lors du dernier conseil municipal, d'alerter les élus présents sur les risques encourus. J'avais également exprimé des réserves quant à l'effectivité des chiffres annoncés, tant que le PLF et le budget n'étaient pas votés. Malgré les réactions excessives de l'opposition et leurs doutes sur notre capacité de gestion, j'avais raison, car le gouvernement Barnier a été censuré et qu'il convient au gouvernement Bayrou de présenter dans les 3 mois qui suivent un nouveau PLF. Quelle en sera la trame? C'est effectivement difficile à dire aujourd'hui. J'aimerais aussi, en notre nom à tous,
apporter notre soutien aux 11 salariés de l'hypermarché Auchan Grande-Synthe, dont les postes seront supprimés dans le cadre du plan social et de l'emploi annoncé par le groupe Auchan le 5 novembre dernier. 2389 suppressions d'emplois en France. Je me suis rendu à leur côté avec leur organisation syndicale le 29 novembre pour marquer notre désapprobation. J'ai également participé à la veillée pour la Palestine et le Liban vendredi dernier devant la maison communale et rappelé ainsi l'urgence d'un cessez-le-feu, qu'un cessez-le-feu soit effectif et que, conformément à la résolution de l'ONU, qu'un processus de reconnaissance d'un État palestinien puisse être enclenché. Quelques nouvelles, heureusement, plus réjouissantes. Pour nos footballeurs, avec la réouverture du stade Debussy, un terrain synthétique de dernière génération, un nouvel éclairage en LED et des vestiaires rénovés. La présentation de l'affiche des festivités carnavalesques 2025, vendredi dernier en maison communale. Elle a connu un vif succès. Bravo aux membres de la commission carnaval qui ont imaginé cette affiche qui rend hommage à nos amis carnavaleux de la ville disparus. Et félicitations et merci aussi à l'artiste François Papineau pour la réalisation. Les nouvelles implantations commerciales sur la zone du Baroque, avec 2 restaurants. Le premier, Place des Oliviers, a ouvert et propose une cuisine aux inspirations méditerranéennes avec des terrains de pétanque, mis à disposition durant le repas. Le second, le comptoir du Malte, ouvrira en mars. Il proposera une cuisine inspirée, cette fois-ci, de notre région. Viennent ensuite s'ajouter 3 zones de loisirs. Une aire de jeux couverte pour enfants, le Dreaming Park, qui vient d'ouvrir, un laser game Evolution, à ouvrir prochainement, et enfin un lieu dédié au lancer de hache, lâcher prise, déjà ouvert lui aussi. Nous avons eu également le plaisir de présenter à la presse l'avancée du projet de la Linière et d'annoncer les premières enseignes qui arriveront en 2026 sur ce site. Grand Frais, Darty, Jour de Fête, Le Roi du Matelas, Action, 2 ou 3 restaurants, un hôtel. Des prochaines annonces seront également faites début 2025. Je souhaite aussi, après l'élection de Miss France samedi dernier, féliciter en notre nom Sabab Haïd, Miss Nord-Pas-de-Calais élue première dauphine, mais aussi et surtout la Grand-Saintoise Charlotte Dufour, qui a été élue Miss Diamantissime France le 2 novembre dernier à Lisieux. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de participer à cette soirée pour l'encourager avec sa famille et ses amis. Quelques annonces pour terminer ce propos liminaire avant nos travaux. Pour vous rappeler l'ouverture de Noël Saint-Illan demain soir à 18 h sur le parvis de la mairie, la descente du Père Noël le lundi 23 décembre à 18 h, également devant la mairie, des festivités qui se poursuivront jusqu'au 29 décembre. N'hésitez pas à consulter le programme complet que vous retrouverez sur le site de la ville et sur les différents réseaux sociaux. Enfin, ne manquez pas le week-end prochain la première édition du GSM, Grande Sainte Master, une compétition internationale de e-sport les 21 et 22 décembre qui mettra aux prises plus de 500 joueuses et joueurs, parmi lesquels des élites mondiales, des Américains et des Japonais, qui vont en découdre chez nous au Palais du Littoral durant ces 2 jours. Allez-y par curiosité pour découvrir, c'est impressionnant et en plus l'entrée est gratuite. Je propose que le secrétaire de la séance soit M. Denis Vergrit. Y a-t-il d'autres candidatures pour être secrétaire de séance? Il n'y en a pas. Donc, Denis, je te confie cette fonction et tu peux donc procéder à l'appel. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. Axe Marjorie, excusé. Donne pouvoir à Habib El Abbassi. Afaska Kadouj, excusé. Amichi Keltoum, excusé. Donne pouvoir à Nicolas Damy. Arab Redouane. Oh, pardon. Sur ma fiche, je corrige. Pardon. Voilà. Arab Redouane. Ah, c'est inversé, ok, pardon. Ouais, il y a un décalage dans la ligne, c'est pas grave. Ok, je note. Belkala Najat. Pouvoir, excusez. Donne pouvoir à Shibab, ok, merci. Décidément. Bayard Martial. Calonne Nicolas. Shabab Selima. Cordier Claudine. Cuvillier Benoît. D'Acosta Albert. Daoudi Samira. Da Silva José. Dami Nicolas. Dassonville Michel. Desmazière Nathalie. El Abbassi Habib. Famchon Karine. Abchi Aïcha. Juste Patrick. Juno Bernard. Leca David.
Maza Sylvain. Messman Vanel Chantal, excusé, donne pouvoir à Anne-Sophie Vanel. Michel Daniel. Pâques Véronique. Pinel Attab Michel. Plaquet Jean-Christophe. Ria Fetti. Samier Vanlar Odile. Présente. Sergent William, excusé, donne pouvoir à Karima Touil Karima. Présente. C'est pas grave. Vanel Anne-Sophie, décidément. Valérie Denis, moi-même présent. Et enfin, Jean-Bill Gossion, Sarrazin, Nadia. Merci bien. On a réussi. Le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer correctement. Ça me permet aussi de souhaiter un prompt rétablissement à Chantal Vanel. Je sais qu'elle a reçu beaucoup de visites de la part des élus du groupe majoritaire et aussi beaucoup de messages pour les petits problèmes de santé qu'elle a eu. Elle va nous revenir encore plus en forme. J'ai eu l'occasion de la voir au téléphone et sa santé va bien, n'est-ce pas, Anne-Sophie? Bon, tant mieux. Donc, on peut passer à l'approbation du procès-verbal de la dernière séance, celle du 15 octobre 2024. Appelle-t-il des commentaires ou des observations uniquement sur la forme et non pas le fond? S'il n'y en a pas, je vous propose de le passer au vote. Y a-t-il sur cette approbation des votes contre? Non. Des abstentions non plus. Il est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et on peut commencer nos délibérations de ce soir en commençant par l'administration générale. Et je vais passer la parole à Madame Nathalie Desmazières, qui n'est pas beaucoup en meilleur état de santé que moi, me semble-t-il, pour le point numéro 1, qui est le retrait de la délibération du 5 juin 2024. Je vous confirme, Monsieur le maire. Désolé, vraiment. Par délibération du 5 juin 2024, la collectivité a majoré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement, le RIFSEP, au profit d'agents effectuant une mission de 5 à 15 jours hors de leur résidence administrative et ou familiale. Suite au recours gracieux de Monsieur le sous-préfet de Dunkerque par courrier du 1er août 2024, il est demandé au conseil municipal de retirer sa délibération du 5 juin 2024 relative à l'ajout d'un IFSE accessoire. Il s'agit d'une majoration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement RIFSEP au profit d'agents effectuant une mission de 5 à 15 jours hors de leur résidence administrative et ou familiale. La délibération accordait une majoration de 54 € par jour pour des missions de 5 à 15 jours. Or, ces missions ne découlent pas de suggestions particulières liées aux fonctions de l'agent, mais plutôt de l'engagement professionnel qui est du ressort du CIA, complément indemnitaire annuel. Je propose donc de bien vouloir procéder au retrait de la délibération numéro ADM 5-3-2024, dont le sous-préfet a contesté la légalité par recours gracieux daté du 1er août 2024. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Je tenais à préciser, Monsieur le maire, que l'idée, ce sera de réétudier, bien entendu, les demandes dans un cadre administratif avec les organisations syndicales suite à cette décision. Il faut savoir que c'est une délibération qu'on a prise, qui était plutôt, à mon avis, logique, parce que je suis très sceptique du fait que ça doit dépendre du CIA. Mais bon, après, si le contrôle de la légalité nous le dit, je leur fais pleinement confiance. Qui n'avait pas été appliqué à Grande-Synthe, puisque c'était justement un projet sur lequel on avait travaillé avec les organisations syndicales. Et ce qui est important de savoir, c'est que les agents ne seront pas perdants dans le cadre de leur mission et de leur déplacement. C'est l'alpha et l'oméga des décisions qu'on peut prendre. Madame Chabat, vous vouliez prendre la parole ? Et pour que les agents puissent bénéficier du CIA, ça doit aussi faire l'objet d'une délibération. C'est ça, après étude. Parce que c'est vrai que c'est curieux, moi je l'aurais plutôt vu dans le RIFSEP. C'est bizarre que ce soit dans le CIA. Alors, il faut savoir que le CIA, on a une obligation légale de provisionner une enveloppe. On l'a provisionnée, si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'on la provisionne à hauteur de 100 000 €, mais on a toujours pris la décision de ne pas toucher au CIA, parce que c'est quand même dans la fonction publique peut-être l'ouverture à une anonymisation et une différenciation de traitement entre les agents. Donc c'est vrai que ça en est un petit peu gêné aux entournures là-dessus, donc on travaillera avec les organisations syndicales pour être très clair sur ce droit d'ailleurs a été indemnisé lorsqu'on est sur l'extérieur, et c'était plutôt, ce forfait était plutôt avantageux pour les agents d'ailleurs, et plutôt assez bien mis en place. Mais bon, on retravaillera la délibération. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole?
Si on n'a pas, je vous propose de passer au vote sur ce première délibération. A-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point numéro 2, qui est l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement de la filière police municipale. Monsieur le maire expose à l'Assemblée, suite à la refonte du régime indemnitaire de la filière de police municipale issue du décret numéro 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emploi de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des gardes champêtres, une indemnité spéciale de fonction et d'engagement ISFE peut être versée aux fonctionnaires relevant de la dite filière. Elle remplace le précédent régime indemnitaire composé de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction ISMF et de l'indemnité d'administration et de technicité IAT. Composée d'une part fixe et d'une part variable, l'ISFE s'adresse désormais à l'ensemble des fonctionnaires des cadres d'emploi de la filière de police municipale. Il appartient à l'organe délibérant de la collectivité de fixer le cadre général de l'instauration de ce nouveau régime indemnitaire dans des conditions et des limites prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. La mise en place de ce dispositif indemnitaire nécessite ainsi d'en définir les bénéficiaires, de déterminer pour chaque part le taux et le plafond, d'en préciser les conditions d'attribution et de versement, périodicité, maintien en cas d'absence, de préciser la date d'effet. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'instituer l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement à compter du 1er janvier 2025, selon les modalités indiquées dans la délibération, et d'interrompre le versement de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction, l'indemnité d'administration et de technicité à compter du 1er janvier 2025 également. L'ensemble des modalités vous est décrit dans la délibération. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Là, pareil, pas de changement de rémunération pour les agents concernés. Encore un paradoxe, l'IFSE, c'est pour tout le monde dans le cadre de la RIFSEP, sauf pour certaines catégories, comme les policiers municipaux, dont eux, c'est l'ISFE. C'est la simplification administrative que j'aime terme. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur cette deuxième délibération? Si on n'a pas, je vous propose de la passer au vote sur l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement à la filière police municipale. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point numéro 3, les modalités des astreintes de la police municipale et de la tranquillité publique. Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'instaurer le régime des astreintes de la police municipale selon les dispositions suivantes. La mise en œuvre des astreintes est destinée à assurer un fonctionnement optimal des services publics dont l'intervention peut se justifier à tout moment. Il s'agit en particulier d'assurer dans des conditions adaptées la tranquillité et la sécurité publique et de garantir la continuité des services dans les domaines où elles s'imposent. La collectivité peut recourir à la mise en place d'une astreinte de la police municipale dans les cas suivants. Déclenchement du plan communal de sauvegarde, PCS, notamment en cas de risque naturel ou technologique identifié, inondation, séisme, transport de matières dangereuses. Visionner et extraire de la vidéoprotection urbaine sur réquisition judiciaire de façon urgente. Assistance téléphonique auprès des services municipaux lors de situations à risque ou urgentes, responsable astreinte technique, responsable astreinte élu, service médiation technique. Intervenir en cas de violence urbaine ou d'événements graves, comme des dégradations graves ou incendies criminels, notamment à l'encontre des bâtiments communaux, sous réserve de ne pas s'exposer soi-même à des risques disproportionnés au regard des circonstances et des moyens accordés. De façon générale, tout événement d'ampleur ou grave ayant trait à la sécurité publique, entraînant une prise de décision, nécessitant une aide à la décision urgente envers leur hiérarchie administrative. Monsieur le maire, et sur autorisation de ce dernier, aux forces de sécurité de l'État et aux autres services publics, il pourra s'agir également de participer à la mise en place de secours ou d'une organisation permettant le bon ordre en situation de crise. Les modalités précises d'éligibilité et d'indemnisation figurent dans la délibération. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Donc sur les modalités des astreintes de la police municipale et de la tranquillité publique, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie.
On passe au vacataire accompagnement piano, Nadia. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de recruter 3 vacataires accompagnement piano pour effectuer les missions suivantes lors des différents événements. Participer aux évaluations de certaines classes de formation instrumentale, participer à certains événements organisés par l'École municipale des arts de la Seine, les MAS, savoir s'adapter au niveau des élèves, repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves et les accompagner dans leur orientation. Il est proposé que chaque vacation soit rémunérée sur la base d'un taux horaire d'un montant brut de 20 €. La rémunération de la vacation sera calculée en fonction du nombre d'heures effectuées. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Donc pour les vacataires accompagnement piano sur la délibération, a-t-il des votes contre? Non. L'abstention non plus, c'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. Je redonne la parole à Nadia pour la création de postes à l'EMAS. Merci. Monsieur le maire informe l'Assemblée que dans le cadre du projet pluriannuel de développement des arts de la Seine pour l'ensemble de la population de Grande-Synthe, l'axe accompagnement pluriannuel des élèves est un axe prioritaire nécessitant la création de 2 postes à temps complet suivants pour l'EMAS. Un poste en guitare et un poste en piano à temps complet dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe, relevant de la catégorie B, pour exercer les missions suivantes. Concernant la participation à un projet pluriannuel, participer à la réflexion pédagogique de l'établissement, initier et proposer des projets pédagogiques innovants, contribuer au rayonnement de l'établissement. Concernant le suivi pluriannuel des élèves, il s'agira d'encadrer annuellement les élèves, d'ajuster les méthodes pédagogiques en fonction des différents publics et de procéder à l'évaluation des élèves. Ces emplois seront occupés par des fonctionnaires. Toutefois, il est important qu'en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, ceux-ci pourront être pourvus par des agents contractuels sur la base des conditions fixées à l'article L. 332-8-2 du Code général de la fonction publique. En effet, ces agents contractuels seront recrutés à durée déterminée pour une durée de 3 ans compte tenu de la nature des fonctions spécialisées. Le contrat des agents sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement de fonctionnaires n'ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. À l'issue de cette période maximale de 6 ans, les contrats seront reconduits pour une durée indéterminée. Les agents devront également justifier d'un diplôme dans la spécialité du poste concerné, de capacité à travailler en équipe, de connaissances larges des répertoires, compositions, interprètes et créations. La rémunération des agents sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et ils pourront percevoir le régime indemnitaire en place dans la collectivité. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Nadia. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? Donc je vais la passer au vote sur la création de postes pour l'EMAS. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas, c'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point numéro 6, Nathalie, qui est la majoration des heures complémentaires pour les agents à temps non complet. Monsieur le maire propose à l'Assemblée la majoration des heures complémentaires selon le décret numéro 2020-592 du 15 mai 2020, précité au profit des agents titulaires et contractuels à temps non complet sur un emploi permanent de catégorie C et B, quel que soit le grade et le service à compter du 1er janvier 2025. Les conditions d'attribution et le versement de cette majoration sont précisées dans la délibération. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Mme Chabab. Il était resté à lui. Quelles étaient les règles de rémunération auparavant? Avant, comme c'était des heures complémentaires, ce n'était pas considéré comme des heures supplémentaires, donc elles n'étaient pas majorées. Elles n'étaient pas majorées, maintenant elles le sont. Et c'est pour ça que... Bah oui, okay. Alors,
il faut remettre un peu l'histoire en ordre. C'est ces fameux contrats de 17 heures à l'époque que nous, on a stagiairisé en contrat de 22 heures. De mémoire, on doit avoir 22 agents concernés. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient quand même recours à des moments, à des heures complémentaires. Et aujourd'hui, elles n'étaient pas majorées. Et ce qui est quand même pas très logique. Donc avec les organisations syndicales qui l'ont voté à l'unanimité, on a décidé de pouvoir majorer ces heures. Et on est en train de retravailler avec les services, et Benoît fait un boulot là-dessus avec les services pour voir comment on peut faire aussi évoluer les contrats. Parce qu'effectivement, si on a des agents qui ont à chaque fois des heures complémentaires tous les mois, autant à un moment faire évoluer les contrats. Donc moi je les rencontre, je pense, le 24 janvier, l'ensemble des personnes, les 22 qui sont concernées. On fera un point précis avec eux, avec Nathalie, avec Benoît et avec les services, pour voir comment on peut faire évoluer leurs contrats, pour peut-être passer sur des contrats de 25 ou 27 ou 28 heures. J'en sais rien aujourd'hui, il y a une étude qui est menée par la RH. Mais il est vrai que quand c'est des heures complémentaires, elles méritent d'être majorées, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Mais on n'a que 3 ans de recul sur ce fameux contrat. Donc... Si je peux me permettre, 17 heures en plus pour les animateurs avec le face-à-face pédagogique. Ouais, j'imagine bien qu'avec l'absence des vacataires, on a recours justement à ces agents qui font davantage d'heures. Et majorer, c'est vrai que ça rend... Enfin, cette délibération, elle est plus juste parce que 17 heures, c'est de la précarité. Au moins, ça compense, ça peut compenser. Et si à terme, il peut y avoir des heures... si le contrat peut... augmenter, ce serait... nous, c'était la philosophie qu'on avait mise en place, parce que si tu te rappelles bien, ces fameux contrats de 17 heures, c'était des emplois précaires, parce que c'était des renouvellements de contrats et les gens n'étaient jamais stagiairisés. Nous, on les a augmentés il y a 3 ans et au fil de l'eau, lorsqu'ils sont intégrés la collectivité en tant que stagiaire et titulaire. C'est sur une base minimale de 22 heures. Et aujourd'hui, on réétudie pour augmenter, parce qu'on se rend compte que c'est utile, qu'il y a eu une réorganisation, et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces 22 heures qui ont des heures complémentaires. Et qu'aujourd'hui, que les heures complémentaires, comme une heure supplémentaire pour un agent normal, soient majorées, c'est quand même plutôt équitable. Donc on va retravailler là-dessus, et on va les rencontrer, je pense, fin janvier pour faire un point global avec eux. C'est le 24 janvier, j'ai encore une bonne mémoire. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vous propose de passer au vote. Je pense qu'il n'y aura pas de vote contre et pas... d'abstention, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Et c'est aussi, comme le dit justement en aparté Benoît, de travailler sur le pouvoir d'achat de nos agents. Point numéro 7, l'avis sur les dérogations exceptionnelles pour les ouvertures dominicales. Nicolas. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire appelle à l'Assemblée que le titre 3 de la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, relative notamment au développement de l'emploi, a introduit de nouvelles mesures visant à améliorer au profit des salariés et des commerçants les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche et en soirée. Il précise que dans le cadre de la loi Macron, la ville doit délibérer pour définir les modalités des ouvertures dominicales, nombre de dimanches et dates octroyées pour les différents secteurs d'activité commerciale concernés. Il propose donc les dates inscrites dans le tableau que vous retrouverez dans la délibération. L'arrêté municipal devant également préciser le type de repos octroyé, il est proposé que ce dernier soit type compensateur d'une durée équivalente à prendre dans la quinzaine qui précède la suppression du repos. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Nicolas. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération qu'on passe chaque année? C'est l'imam. Rien que la loi Macron, quand on commence avec ça... C'est une délibération que j'affectionne pas particulièrement, au même titre que Nathalie, avec les OGEC, le versement aux écoles privées. Mais on va dire que maintenant c'est rentré dans les mœurs, ces histoires de dimanche travailler, les ouvertures le matin. Pour avoir parlé à plusieurs salariés de ces enseignes, elles y trouvent leur compte. Elles ne sont pas lésées, donc je vais m'arrêter là. Ouais. Non, mais c'est pour ça que nous, on reste dans un cadre strict. Alors, c'est vrai que cette fameuse loi a donné l'autorisation au commerce alimentaire d'ouvrir le dimanche matin et sans accord ou désaccord de la mairie, puisque c'est un droit maintenant. Et c'est vrai que l'ouverture dominicale, on s'est toujours restreint, nous,
au minimum que la loi nous permettait. On est peut-être un petit peu au-dessus, et ça c'est toujours encore en relation avec les magasins, mais aussi avec les salariés, parce que c'est vrai qu'on avait déjà eu une discussion une paire d'années, peut-être de même supprimer les autorisations de dimanche. Ils l'auraient quand même fait en payant les amendes, mais les salariés n'étaient pas favorables, parce que même pour eux, ça fait quand même de la récupération des heures supplémentaires dans les périodes de fin d'année. C'est un petit plus de pouvoir d'achat aussi pour eux, et c'est vrai qu'on avait été à leur écoute, et je me souviens que tu avais participé aussi à ça sur justement voir avec les salariés jusqu'où on pouvait aller, comment on pouvait le faire. Mais c'est vrai que est-ce qu'un magasin doit être ouvert dimanche? C'est un autre débat de société. Il y a du pour, du contre. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, vas-y Albert. Oui, moi je reviens sur l'ouverture le dimanche. Moi j'ai été dans une entreprise où on travaillait le dimanche. Et aujourd'hui, moi aussi, j'ai discuté avec les salariés, par exemple, d'Auchan et compagnie. Et beaucoup de femmes, justement, sont heureuses de travailler le dimanche matin parce que leur mari est à la maison et ça leur permet de récupérer dans la semaine pour éviter de dépenser de l'argent pour garder leurs enfants. C'est aussi des arrangements qui leur va bien. Moi, je dis, l'ouverture du dimanche, j'ai toujours été pour, même en tant qu'ancien syndicaliste, à la seule condition, c'est que ce n'est pas une obligation et que c'est un choix de vie. C'était tout le sens de mon propos. Moi, philosophiquement, je suis contre, c'est ce que je dis, mais pour avoir parlé avec les premières intéressées, c'est-à-dire des salariés de différentes enseignes, elles trouvent leur compte. Elles trouvent leur compte. C'est pour ça que je ne vote pas contre cette délibération, par respect pour ces personnes qui trouvent finalement leur compte. Mais philosophiquement, voilà, je ne suis pas favorable. On est d'accord, et j'oserais rajouter que, pour bien avoir suivi le dossier, au début, c'est toujours présenté de façon magique, parce qu'on nous le présente toujours sur la base du volontariat, et on nous le présente toujours aussi sur la base de recrutement d'étudiants. Alors ça, c'est les deux ficelles qui permettent de faire passer toujours le morceau. Ce qui est malheureusement pas... La preuve, Auchan n'est pas très vertueux envers ces 11 salariés qui vont se retrouver au chômage à la veille de Noël, alors que le groupe Auchan, quoi qu'on en dise, ne se porte pas si mal. Que le littoral a plutôt de belles perspectives en termes d'emploi et de logement. Et aujourd'hui, on a quand même 11 salariés, dont 9 sur un secteur, celui de l'électroménager, qui se retrouvent sur le carreau, alors qu'ils ont tous plus de 20 à 25 ans d'expérience. Donc voilà aussi la réalité des choses entre les bonnes intentions et les belles présentations et des fois la réalité de terrain. Et ça me permet encore une fois d'apporter mon total soutien à ces 11 salariés qui sont touchés aujourd'hui à Auchan Grande-Sainte, parce que c'est quand même un hypermarché qui marche plutôt bien. Je comprends très bien qu'on puisse fermer des zones de commerce lorsque c'est déficitaire et que ça ne fonctionne pas, ce qui n'est pas le cas de Grande-Sainte et ce n'est pas le cas des perspectives. Et c'est pour ça qu'il nous faut aussi, nous, politiques, à un moment, montrer notre mécontentement et aussi notre soutien aux personnes qui sont en grande difficulté, qu'on jette comme des Kleenex juste parce qu'on a décidé de faire du full service dans certains rayons et de ne plus avoir de conseillers qui soient à proximité des personnes. Rappelez-vous les caisses automatiques. Les caisses automatiques, au début, on nous disait c'était uniquement pour renforcer dans les rayons le contact avec les clients et l'expertise client. Moi, je ne vois pas plus de monde dans le rayon pour aider les papis-mamies à trouver ce qu'ils veulent ou donner un conseil. Au contraire, on est en train d'en retirer 9 à Auchan Grande-Sainte. C'est une petite aparté sur le travail du dimanche. C'est vrai que philosophiquement, moi, je suis plutôt contre, même si je pense qu'on doit avoir une adaptation à la société et que, comme tu le dis fort justement, Albert, il y a beaucoup de métiers qui s'en accommodent et qui sont aussi d'utilité le dimanche. Mais est-ce qu'il c'est utile d'aller chercher son pain? C'est un autre sujet. Moi, je voulais quand même rajouter une chose, parce que tu parles d'Auchan, parce que c'est des copains, moi, qui vont être licenciés. Auchan vient d'aller piquer quand même 1 milliard d'euros à Decathlon. Et moi, je dis, aujourd'hui, c'est là-haut tous ceux qui se sont gavés pendant des années grâce au travail de ces gens-là, qui aujourd'hui devraient dire, on va mettre la main à la poche pour essayer de sauver leur emploi, parce que c'est grâce à eux qu'on a gagné autant de pognon. Et les caisses automatiques, moi, je vous invite à faire comme moi. Je préfère attendre 20 minutes à la caisse, mais je refuse d'aller à une caisse automatique. C'est 2 employés pour 5 caisses. Ouais, mais tu sais, ils travaillent sur le moyen et le long terme. Même s'il y aura quelques récalcitrants, ils arriveront à la fin que...
que ça puisse passer. Revenons à notre délibération et à l'avis sur les dérogations exceptionnelles pour les ouvertures dominicales. Y a-t-il des votes contre? Pardon, non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. C'était un beau débat et je vous en remercie pour cette qualité de débat. Donc c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Point numéro 8. Alors, alors, ça m'a un peu étonné, je l'avoue. On doit délibérer pour signifier notre désaccord pour valider l'absence de transfert de la compétence éclairage public à la communauté urbaine de Dunkerque. Ce qui veut dire en résumé qu'on garde la compétence ville et qu'on ne la transfère pas à l'intercommunalité. Donc l'éclairage public est depuis la crise énergétique de fin 2022 au cœur des préoccupations des collectivités territoriales, tant d'un point de vue financier et qu'au regard des enjeux majeurs en matière de transition écologique. Et le tout en continuant d'assurer de manière adaptée la sécurisation des voies publiques. Dans le cadre d'aménagement d'espaces publics d'agglomération, de conventions de maîtrise d'ouvrage délégués ou encore via le service commun en ingénierie créé en 2022, la CUD intervient ponctuellement depuis plusieurs années dans le champ de l'éclairage public et a développé une expertise importante vis-à-vis des communes, tant en matière d'investissement qu'en matière de fonctionnement. La loi 3DS du 21 février 2022 a ouvert la possibilité d'un transfert de compétences pour les seules communes qui le souhaitent, notamment en vue de territorialiser l'action de l'intercommunalité dans son exercice. C'est sur cette base que, par délibération du 11 octobre 2024, la CUD souhaite investir cette compétence auprès de l'ensemble des communes volontaires. Donc, vous avez compris que certaines communes, et je peux le comprendre et l'entendre, ont été volontaires pour intégrer, et nous, on vous propose ce soir de ne pas intégrer, de garder cette compétence communale. Alors, je pondère un peu parce qu'on a déjà, nous, accepté d'intégrer, alors je l'ai vu ici, c'était en matière d'ingénierie, puisque là, c'était très intéressant pour nous, parce qu'on n'avait pas la compétence... Non, sur l'ingénierie pour l'énergie. Et sur l'énergie, on l'a fait parce qu'on n'avait pas les compétences, mais en tout cas sur la gestion et l'investissement sur notre propre réseau, surtout qu'on est très en avance à Grande-Synthe, puisqu'on est 100% LED et qu'on n'a quand même pas des gros investissements dans les années à venir, en tout cas sur ces thématiques-là. On vous propose donc de ne pas adhérer à ce service. Célina. Ce qui me surprend, c'est qu'on doive faire une délibération pour dire qu'on n'intègre pas, alors que normalement, le fait qu'on ne délibère pas suppute qu'on n'intègre pas. Alors j'ai posé la question, mais le fait qu'on ne délibère pas pourrait valoir acceptation d'office. C'est inversé. C'est pas une mutualisation, c'est pas une harmonisation, c'est vraiment une délégation. Ouais. C'est vraiment un transfert de compétences. Donc il faut vraiment qu'on signifie le fait qu'on ne veut pas de ce transfert de compétences. Et si on je posais la question parce que j'étais très étonné d'ailleurs qu'on devait passer cette délibération. Et vraiment, si on ne le faisait pas, on risquait d'y être intégré d'office par acceptation. C'est parce que la CUD avait du mal à le croire. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur cette délibération? Si on n'a pas, je vous propose de la voter. Y a-t-il des votes contre, des abstentions non plus? Donc à l'unanimité, on décide de garder cette compétence et je vous en remercie. On passe à l'urbanisme, affaires foncières et immobilières avec le projet NPRU Îlot des Peintres, cession à la SPAD de la parcelle BA 691P. Monsieur Albert Dacosta. Il est rappelé à l'Assemblée délibérante que lors de la séance du Conseil municipal du 15 octobre 2024, la commune a procédé à la désaffectation et au déclassement de la parcelle BA 691P, 6 à Grande-Synthe, rue Séraphine Louis. Dans le cadre du NPRU, en place dans le secteur de l'Îlot des Peintres, Partenaire Habitat a pour projet de reconstruire 2 ensembles de logements donnant sur la rue David et l'angle de la rue Séraphine Louis. Partenaire Habitat est propriétaire de la parcelle BA 431, mais une partie de son projet se trouvera implantée sur la parcelle cadastrée BA 691. Actuellement propriété de la ville, il sera donc nécessaire que Partenaire Habitat acquiert à terme une partie de la parcelle BA 691, à savoir 6 294 m². La Société publique de l'agglomération dunkerquoise, la SPAD, étant bénéficiaire de la concession d'aménagement sur ce secteur, il a été convenu entre les parties que la SPAD se porterait acquéreur de la parcelle BA 691P. Une opération de rétrocession sera ensuite menée entre la SPAD et Partenaire Habitat. Cette cession serait consentie à titre gratuit à la SPAD sous forme d'apport en nature, le bien évoqué supra ayant une valeur vénale de 20 € le m², conformément à l'estimation des domaines. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de vendre la parcelle cadastrée BA 691 pour 6 294 m²,
6 rue Séraphine Louis, au profit de la SPAD, sous forme d'un apport et nature respectant la valeur vénale de 20 € le mètre carré, conforme à l'estimation des domaines. Les frais d'actes notariés seront à la charge de l'acquéreur. La ville de Grande-Synthe serait représentée dans ce dossier par maître Julie Fauquet, notaire à Dunkerque, qui serait chargé de la rédaction de l'acte de cession et des formalités afférentes. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Albert. Donc ne participerons pas à la délibération Benoît Cuvillier et moi-même, puisqu'on est administrateur de la SPAD. Donc on ne participera ni au débat, ni au débat, d'ailleurs on pourrait, mais en tout cas pas au vote. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Donc s'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Ça nous permet d'avancer dans ce beau projet de l'îlot des peintres. Alors on doit statuer sur une dénomination de voirie privée. Alors, il est rappelé à l'Assemblée délibérante que pour faciliter la fourniture de services publics tels que les secours, SAMU, pompiers, gendarmerie, la connexion au réseau et d'autres services commerciaux comme la délivrance du courrier et des livraisons, il convient d'identifier clairement les adresses des immeubles. Pour les communes de plus de 2000 habitants, le décret 94-11-12 du 19 décembre 1994 rend l'adresse obligatoire. La dénomination et le numérotage des voies communales relève bien entendu de la compétence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l'article 2121.29 du Code général des collectivités territoriales, règle par ses délibérations les affaires de la commune. L'obligation de nommer une voirie incombe au propriétaire de ladite voirie. Néanmoins, dans le cas d'une voie située sur une propriété privée, cette faculté de dénomination s'exerce sous le contrôle du conseil municipal qui doit valider le nom proposé. À ce titre, la ville a été saisie en septembre dernier d'une demande de dénomination de voirie pour la voie créée sur la passerelle cadastrée AB 503. La voie présente sur la parcelle AB 503 dessert un ensemble de 6 constructions individuelles, de sorte que ces deux parcelles, la AB 503 et la AB 497, appartiennent à un unique propriétaire privé. C'est pas facile à dire, surtout quand on est malade. Dans le cadre de la demande, je vous propose donc de dénommer cette voie impasse Frédéric Passy. Donc nous vous proposons de nommer la voie impasse Frédéric Passy, car cette voie se situe en lien direct avec la voie Henri Dunant. Et il faut savoir qu'Henri Dunant a obtenu le prix Nobel de la paix le 10 décembre 1901, conjointement avec M. Frédéric Passy. Ce premier prix Nobel de la paix est remis conjointement aux deux hommes, l'humaniste Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, et Frédéric Passy, le pacifiste, un des organisateurs du premier congrès universel pour la paix. C'est ainsi l'esprit d'Alfred Nobel qui ont souhaité mettre en exergue les membres du comité en décernant ce prix Nobel aux deux hommes. Alfred Nobel souhaitait distinguer les hommes qui se consacrent à la paix et ceux qui mettent en place des actions humanitaires. Frédéric Passy, cet homme politique de la seconde moitié du XIXe siècle, a consacré sa vie à l'idéal pacifiste et a diffusé des idées féministes, sociales et abolitionnistes. Il a fondé en 1867 la Ligue de la paix et de la liberté. Il s'oppose également à la guerre entre la France et la Prusse. En 1870, il fonde la Société d'arbitrage entre les nations ancêtres de l'ONU. Il est également l'auteur d'une loi sur les accidents de travail favorables aux ouvriers. Quel beau symbole que de réunir ici à Grande-Synthe ces deux hommes férus de justice et de bienveillance. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette dénomination de voix? Madame Chabat. Je ne vois pas du tout, ça se situe, c'est quel quartier? Place de la Pépinière. Ah, c'est... Place du Courgain pour aller vers le jardin public, c'est la voie Henri Dunant. Et c'est juste derrière, il y a eu 6 petites maisons construites sur une voie privée. Et alors, au début, le propriétaire voulait qu'on appelle du coup impasse Henri Dunant, mais les services de la Poste nous ont dit voie Henri Dunant et impasse Henri Dunant, c'est trop compliqué. Donc on a fait quelques recherches et en regardant un peu la bibliographie d'Henri Dunant, on a vu que Frédéric Passy avait reçu le prix Nobel en même temps et que ça complétait bien. Et avec des valeurs humanistes, pacifistes et féministes, je pense que c'est un beau symbole aussi de dénommer cette rue, cette impasse, pardon, parce qu'il n'y a qu'une entrée et une sortie, Frédéric Passy. D'autres demandes de prise de parole? Non, donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. Je vous en remercie. On passe aux modalités de la concertation pour la définition des zones d'accélération des énergies renouvelables. Madame Twill.
Merci, Monsieur le maire. La loi d'accélération des énergies renouvelables, promulguée le 10 mars 2023, a institué dans son article 15 la création de zones d'accélération des énergies renouvelables dont l'initiative est confiée aux communes. Ces zones d'accélération correspondent à des zones jugées préférentielles et prioritaires par les communes pour le développement des énergies renouvelables. Elles sont proposées par les communes pour chaque type d'énergie renouvelable. Ce ne sont pas des zones exclusives. Des projets peuvent donc être autorisés en dehors de ces zones. Les communes doivent identifier ces zones de développement, organiser une concertation dédiée et délibérée. Après étude, il est proposé de privilégier les énergies suivantes: éolien, solaire, réseau de chaleur, méthanisation, biogaz, hydrogène. Les cartographies jointes à la présente délibération proposent de définir des zones susceptibles de pouvoir accueillir des projets en fonction de la nature des énergies. Préalablement à la concertation qui est déterminée librement par les communes, il convient d'arrêter les modalités de celle-ci. Monsieur le maire propose que la concertation relative à la définition des zones d'accélération des énergies renouvelables soit arrêtée comme suit. Les zones d'accélération potentielles identifiées sur le territoire de la commune de Grande-Synthe seront publiées sur le site internet de la ville Grande-Synthe pour une durée de 21 jours à partir du 6 janvier 2025. Le support d'information transmis à la commune par le ministère de la Transition énergétique sera également publié sur le site internet de la commune. Un registre papier sera tenu à disposition afin de recueillir les remarques et avis du public. Il sera présenté en mairie de Grande-Synthe les jours ouvrables et aux heures d'ouverture pour une durée de 21 jours à partir du 6 janvier 2025. Le public pourra également déposer ses observations pendant toute la durée de cette concertation par voie postale, adresse de la maison communale, ou par courriel à l'adresse électronique pôle-transition-aménagement@villegrandesynthe.fr. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Karima. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Vas-y Salima. Les zones ont été déjà pré-identifiées plus ou moins, ou c'est loin des habitations? D'accord. Alors, il y aura, bon, là on lance les modalités de concertation, hein, donc tout ça, ça va être public à partir de janvier, il y aura 25 jours pour se prononcer. Moi, ce que je trouve extraordinaire et cocasse, c'est cette phrase-là. Elles sont proposées par les communes, donc bien entendu on a travaillé avec les services de la communauté urbaine pour chaque type d'énergie renouvelable. Ce ne sont pas des zones exclusives. Des projets peuvent donc être autorisés en dehors de ces zones. C'est extraordinaire. C'est la France. Je demande à quoi ça sert, du donc coup. on pourrait dire 0 zone, Ouais. mais on pourrait quand même faire. Donc c'est un raccourci qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est symptomatique de l'administration outrancière. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, il y aura le processus qui va être lancé, hein, si vous en êtes d'accord ce soir, pour justement avoir cette concertation qui va démarrer le 6 janvier. Prévoir peut-être un article dans le magazine pour informer, je pense que c'est prévu. Ouais. Voilà, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. On peut lancer la concertation. Point numéro 4. Il est rappelé à l'Assemblée que la dénomination et le numérotage des voies communales relèvent de la compétence du Conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l'article L2129 du Code général des collectivités territoriales, règle par ses délibérations les affaires de la commune. Inaugurée en janvier 2015, la place de l'Abbé Pierre était dénommée ainsi en hommage à la lutte contre le mal-logement par cette personnalité, et parce que cette place était située au cœur d'un quartier en plein renouveau dans le cadre du programme de renouvellement urbain, création de logements basse consommation ou à très haute performance énergétique. L'actualité de ces dernières semaines et les révélations des accusations portées à l'encontre de l'Abbé Pierre poussent bon nombre de collectivités à envisager de changer le nom de rue, d'équipement, d'espace public.
À ce titre, je propose ici à Grande-Synthe que la place de l'Abbé Pierre soit débaptisée et qu'elle retrouve l'appellation de place du Courgain. Il est donc proposé au conseil municipal de débaptiser la place située au croisement de la rue du Garnestraat, du boulevard des Fédérés et de la voie Henri Dunant, jusqu'à présent dénommée place de l'Abbé Pierre, et de la dénommer donc place du Courgain, la place située au croisement de la rue du Garnestraat, du boulevard des Fédérés et de la voie Henri Dunant. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Madame Chabad ? On va dire sans commentaire, c'est tellement décevant. Sans commentaire. Oui, bon, tu as vu qu'on a fait très sobre aussi dans la délibération. Je ne pense pas qu'effectivement on doit avoir des commentaires exacerbés. Il ne faut pas oublier l'apport de l'Abbé Pierre dans la lutte pour le mal logement, pour les sans-abri, mais il ne faut pas oublier non plus les travers. Et moi, ce qui m'a beaucoup heurté et choqué, en plus des agissements qui sont intolérables, c'est l'omerta. C'est qu'à un moment, tout le monde savait, des responsables savaient, il y avait eu des mesures de protection mises en place, mais qui n'ont jamais été publiques. Il y a eu d'ailleurs des interdictions de séjour dans certains pays qui ont eu le courage de le faire. Et c'est de trop longues années après que ça a été dévoilé ici dans notre pays. Et c'est ce qu'on constate et ce qu'on ressent aussi sur beaucoup sur le harcèlement, sur les violences faites aux femmes, sur les féminicides. Et je pense qu'on doit être exemplaire et qu'il faut avoir le courage à un moment politique de dénoncer les choses et de changer, des fois de débaptiser, de prendre des décisions courageuses. Sans oublier, effectivement, la partie lumineuse de l'Abbé Pierre sur les combats qu'il a menés. On n'est pas là, bien sûr, pour faire son procès. Il a beaucoup contribué pour le mal logement, certes. Les révélations nous poussent, nous, responsables politiques, à davantage accompagner les victimes, les populations, faire beaucoup de sensibilisation, à repérer les signes, je pense les signes avant-coureurs, et surtout avoir le courage de parler. Les victimes ont eu le courage de parler après plusieurs années. Je pense que vous parlez d'omerta, et c'est vraiment, c'est le terme, hein. C'est comme dans le monde politique, il y a une omerta où on se protège les uns les autres, on ne se dénonce pas, et ce qui est extrêmement difficile pour les victimes à dénoncer. Donc là où on peut saluer le courage et enfin avoir toute la lumière sur la personne. Je te rejoins parfaitement, et nous on a un travail exemplaire de la part du conseil municipal des jeunes, en l'occurrence, de la part de notre jeunesse aussi, sur des sujets difficiles à aborder, sur lesquels ils sont très clairs, précurseurs, et ils en parlent peut-être avec beaucoup plus de facilité que notre génération des fois. Et moi je suis très fier d'eux parce que ce qu'on met ici en place à Grande-Synthe, ça sert souvent d'exemple, mais c'est un bel exemple aussi d'investissement et d'engagement de nos plus jeunes pour des causes ça ne devrait même pas exister en fait compte. Donc il faut savoir le dénoncer, mais il faut savoir aussi le travailler en pédagogie. Et Véronique qui est là, qui est sur cette délégation-là avec Keltoum, et je sais qu'ils font un gros travail auprès des jeunes et des moins jeunes pour justement qu'on puisse en parler, qu'on puisse éradiquer ces phénomènes et ces situations. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole sur cette délibération, je vous propose de la passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Je vous remercie et je suis très heureux que c'est voté à l'unanimité. En termes de symbole, c'est très important. On passe au point numéro C, qui est le contrat à marché, avec l'état récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 9 septembre 2024. Ils vous ont été transmis. Est-ce qu'il y a des demandes, des interrogations, des observations? On le vote? On le vote pas. Ça. À chaque fois, j'oublie. On le vote pas. Mais à chaque fois, je l'oublie. Bon, quand je suis parti à faire voter... Hein. On passe donc à la programmation et au point numéro 1, quartier 2030, programmation contrat de ville 2025. Je passe la parole à Michel. Merci, Monsieur le maire. Le nouveau contrat de ville intitulé Quartier 2030 a été signé le 17 mai 2024. Il s'appuie, comme le précédent contrat, sur la loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014. En cohérence avec les principes définis par cette loi, la communauté urbaine de Dunkerque, l'État, les collectivités locales concernées se sont engagés avec leurs partenaires en faveur des quartiers prioritaires. Les orientations du nouveau contrat de ville sont les suivantes. 1. Tendre vers le plein emploi. 2. Œuvrer pour l'éducation des jeunes jusqu'à 25 ans sur tous les temps. Cet axe est également travaillé dans le cadre de la cité éducative.
3. Favoriser la transition énergétique et écologique et veiller à une offre de logement et un cadre de vie de qualité répondant aux besoins des habitants. 4. Promouvoir la santé, le bien-être sur les quartiers et garantir l'accès aux droits. 5. Donner envie et accompagner l'accès à la culture et au sport. 6. Favoriser l'accès aux droits et aux services. 7. Améliorer la tranquillité et la sécurité publique. 8. Orientation transversale, accompagner l'exercice de citoyenneté, soutenir la participation et le vivre ensemble, promouvoir l'égalité et lutter contre les discriminations. Les quartiers couverts par la géographie prioritaire sont l'Albec, Europe, Moulins. La programmation 2025 s'est adossée à la déclinaison territoriale de la ville de Grande-Synthe au regard de ces 8 priorités. Ainsi, 11 actions déposées pour la programmation 2025, 20 actions en 2024 pour information. À ces actions viennent s'ajouter le dispositif de réussite éducative ainsi que ville, vie, vacances. Pour cette programmation, nous comptons 2 actions nouvelles et 9 actions reconduites par 4 opérateurs différents et 2 actions bénéficiant d'un CPO. La contrepartie financière de la ville sera conditionnée à la subvention des financeurs de la politique de la ville. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Michel. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, on peut passer au vote sur donc, la programmation quartier 2030, contrat de ville 2025. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe aux finances avec le point numéro 1, qui est l'attribution de compensation définitive pour l'exercice 2023. Benoît. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que l'attribution de compensation prévisionnelle de la ville de Grande-Synthe avait été votée par le Conseil communautaire lors de l'Assemblée du 22 juin 2023. Son montant était de 33 201 623 €. Le coût des services communs a été actualisé pour l'ensemble des communes du territoire communautaire afin d'acter le montant de l'attribution de compensation définitive de chaque commune. En l'occurrence, pour la ville de Grande-Synthe, le coût du service commun direction, instruction des demandes d'enseigne, préenseigne et publicité a donc été actualisé aux dépenses réelles de 2023, soit un montant de 2 597 €. Ce montant a donc été diminué de notre AC prévisionnel. Le Conseil communautaire de la CUD a délibéré pour un montant définitif d'AC pour la ville de Grande-Synthe de 33 199 026 € lors du Conseil du 26 avril 2024. Un titre de recette de ce montant a donc été établi par la communauté urbaine au nom de la commune. Le Conseil communautaire a demandé aux communes de se prononcer sur la fixation de son AC définitive. C'est dans ce cadre qu'il est demandé au Conseil municipal d'acter la fixation de l'AC 2023 pour un montant arrêté de 33 199 026 €. Merci Benoît. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, s'il n'y en a pas, je vous propose de passer. Pardon, d'habitude, cette délibération, on la passe pas, c'est la on première passe fois. Pas, on est d'accord, c'est la première fois. Oui, c'est parce qu'on avait l'attribution de compensation totale et comme on a été dans le service commun pour le RLPI, la publicité, ils nous ont déduit ce qu'on doit contribuer sur ce service-là. Donc 2 597 €. Ce ne sera pas systématique, ce sera dès lors qu'on va utiliser leur service commun, voilà, là, ils font une déduction. Il y a une facturation faite à l'année, à l'acte. Okay. En RLPI, on s'est mis sur une facturation à l'acte. C'est pareil, nous, c'est un service, c'est sur tout ce qui régit donc la publicité extérieure, dont on n'a pas l'ingénierie nécessaire. Et pour un montant comme ça, on n'est pas très souvent sollicité. Donc ça, on délègue à la communauté urbaine l'instruction, uniquement l'instruction. La décision reste un pouvoir du conseil municipal. Et après, ils nous facturent à l'acte, en fin d'année, ce qu'on a consommé. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe à l'ouverture des crédits d'investissement budget primitif 2025. Merci, Monsieur le maire. Délibération qu'on a l'habitude de passer en fin d'année avec la législation en vigueur et dans le cas où le budget des collectivités territoriales n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique. L'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite d'un quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants visés aux alinéas ci-dessus sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. Donc, le montant des dépenses d'investissement inscrites au budget 2024, hors chapitre 16 sur le remboursement des emprunts, était de 11 814 283,26 €. Et donc, conformément au texte, il est proposé au Conseil de faire une application de cet article à hauteur maximale de 2 953 570,81 €, soit 25% de ces 11 814 283,26 €. Vous retrouverez le tableau des dépenses envisagées annexé à cette délibération. Merci Benoît. Y a-t-il des demandes de prise de parole? C'est une délibération qu'on passe chaque année pour l'ouverture de crédit. C'est ce que l'État devra faire d'ailleurs s'ils n'ont pas de PLF, leur donner la délibération. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, on peut passer au vote. On remarque, M. Bérou est maire de Pau, et il le reste. Donc il doit savoir comment faire l'ouverture des crédits. En sachant que nous, on doit être à l'équilibre. Hein. Ah non, il aura plus de mal. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre sur cette ouverture de crédit? Non, il n'y en a pas. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. On passe au point numéro 3, qui est la durée d'amortissement de biens renouvelables de la M57 pour ajouter 2 comptes. En fait, il s'agit ici d'un ajustement de la délibération du 27 juin 2023 fixant la durée des amortissements suite au passage de à la nomenclature M57. Considérant la nécessité de fixer la durée d'amortissement pour les comptes 21 612 et 21 622 non prévus dans la délibération du 27 juin 2023. Il convient donc de reprendre les modalités de la délibération et d'y ajouter la durée d'amortissement pour ces 2 comptes relatifs aux biens historiques et culturels, immobiliers, dépenses ultérieures immobilisées sur le compte 21 612 et aux biens historiques et culturels immobiliers, dépenses ultérieures immobilisées sur le compte 21 622. Pour rappel, l'instruction budgétaire M57 précise que les obligations en matière d'amortissement permettent aux collectivités d'en fixer librement les durées, tout en respectant des limites fixées pour chaque catégorie d'immobilisation. En ce qui concerne les subventions d'équipement versées, les durées maximales prévues par l'instruction comptable sont les suivantes. 5 ans lorsqu'elles financent des biens immobiliers, du matériel et des études auxquelles sont assimilées les aides à l'investissement consenties aux entreprises. 30 ans lorsqu'elles financent des biens immobiliers ou installations, 40 ans lorsqu'elles financent des projets d'infrastructures d'intérêt national. Les subventions versées feront l'objet d'un suivi individualisé. La commune entité versante est autorisée à comptabiliser une subvention d'équipement à l'actif si et seulement si elle est en capacité de suivre le lien entre la subvention octroyée et l'immobilisation acquise ou créée par l'entité du bénéficiaire. En application à l'article R. 2321-1 du Code général des collectivités territoriales, la présente délibération fixe à 600 € le seuil en deçà duquel les immobilisations de faible valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortiront en 1 an, s'affranchissant ainsi de règles du prorata temporis. En dehors, cet aménagement de la règle du prorata temporis s'applique aussi aux immobilisations de faible valeur faisant l'objet d'un suivi globalisé. En dehors de ces cas, la règle du prorata temporis s'appliquera pour l'amortissement d'une manière générale pour les nouvelles acquisitions à partir de la mise en place de la M57, soit au 1er janvier 2024, à compter de cette date de début de consommation des avantages économiques ou du potentiel de services qui lui sont attachés. Cette date correspond à la date de mise en service du bien. Vous retrouverez, pareil, en annexe de cette délibération, le tableau avec les durées d'amortissement et les imputations. Merci Benoît. Y a-t-il des demandes de prise de parole? C'est juste pour ajouter 2 comptes à la précédente délibération. Cette délibération était imbuvable, vraiment. Mais c'est la demande du percepteur. La M57. C'est lié au changement de nomenclature au niveau des finances et c'est des petits ajustements qu'on n'avait pas mis dans la délibération précédente, celle du 23 juin. Donc là, on fait les petits ajustements à la demande, comme disait Monsieur le maire, du percepteur. Oui. Sachant qu'on ajuste pour des biens historiques et culturels à immobiliser.
On ne va pas se servir tous les jours de cette ligne-là, à Grande-Synthe. Mais bon, on s'en est d'ailleurs jamais servi. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Marquez si dans les greniers on trouve un Picasso un jour à la mairie. On pourra l'inscrire sur la ligne. Dans les affaires éducatives, subventions aux associations de sport, je passe la parole à Samira pour la labellisation de la cité éducative. Je vous remercie, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que par délibération du 20 juin 2021, le Conseil municipal a validé la participation de la ville à la démarche de cité éducative et a autorisé la signature de la première convention de labellisation aux côtés de l'Éducation nationale, de l'État, de la CUD et des villes de Dunkerque et Saint-Paul-sur-Mer. Cette première labellisation touchant à son terme, le Conseil municipal est sollicité afin d'autoriser l'implication de la ville et la signature de la seconde convention de labellisation. La cité éducative permet notamment de renforcer les politiques éducatives mises en œuvre à destination des enfants, des jeunes et des familles des quartiers dits politiques de la ville, et ainsi de permettre à chaque jeune, quel que soit son milieu et ses difficultés, de trouver les moyens de réussite. Ce dispositif est pleinement intégré sur le territoire et notamment au sein du contrat de ville quartier 2030 de la communauté urbaine de Dunkerque, signé le 17 mai dernier, devenant alors son axe éducation-jeunesse. Le territoire a déposé un dossier de demande de renouvellement du label Cité éducative porté par la communauté urbaine de Dunkerque, le rectorat, la préfecture et les communes de Dunkerque, Saint-Paul-sur-Mer, de Cappelle-la-Grande, de Coudekerque et de Grande-Synthe, laquelle a reçu un avis favorable notifié par courrier en date du 23 avril 2024. De plus, dans le but de renforcer l'ambition de la démarche, une évolution du périmètre a également été accordée par l'État avec l'intégration de 2 territoires, celui de Cappelle-la-Grande avec le quartier prioritaire Cœur de Ville et Coudekerque-Branche avec le quartier prioritaire Petit-Stendam. L'extension du périmètre permettra d'inclure de nouveaux établissements scolaires présents sur ces QPV et ainsi d'étendre le nombre de bénéficiaires. Ce même courrier précise l'enveloppe budgétaire pluriannuelle prévisionnelle du budget de la politique de la ville allouée à la reconduction de la démarche cité éducative sur le territoire. Celle-ci s'élève à 2 160 000 € pour 3 ans, soit 720 000 € par an. Par ailleurs, afin d'assurer l'équilibre de la dynamique partenariale au sein des cités éducatives, il est attendu de la part des collectivités un cofinancement en propre ou en valorisation de l'enveloppe attribuée par l'État. La communauté urbaine de Dunkerque continuera, comme lors de la première labellisation, à apporter son soutien et son concours en tant que coordinateur de la cité éducative. Une convention triennale de labellisation sera établie entre les collectivités territoriales, l'État, l'Éducation nationale et les différents partenaires dans une logique de contractualisation sur la période 2024-2026. Elle précisera alors les axes, les objectifs, les moyens et les modalités de mise en œuvre. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Samira. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Juste, il ne faut pas oublier de signer la convention ce soir. Sinon, c'est fait. C'est fait. OK. Juste un petit mot, ce n'était pas prévu, mais pour remercier l'ensemble des services et des élus, d'ailleurs des différentes villes qui travaillent sur ce beau projet, parce qu'on arrive à une période charnière, puisque notre cité éducative a 3 ans, et les cités éducatives ont une temporalité de 3 ans, et donc on a on a l'opportunité de la reconduire en y ajoutant 2 villes. Et c'est quand même une très belle initiative, outre le fait financier, qui ça nous permet d'organiser des événements et aussi de participer sur des projets éducatifs. Mais c'est surtout ce travail en collaboration avec les services de l'État, les services de la communauté urbaine et donc des différentes villes et les services de l'éducation nationale. C'est cette fameuse troïka de décisions. Alors, c'est pas toujours facile à mettre en place et en termes d'échange et de compréhension, parce que c'est des mondes différents, mais je pense que les résultats sont quand même très intéressants et on a quand même beaucoup de forces vives dans chaque ville, dans les services de l'État et l'éducation nationale aussi. Et je pense que c'est quand même très très positif. Nous, on a réussi à Grande-Synthe, vous savez que c'est que pour les quartiers prioritaires de la ville, donc on avait au début l'exclusion du collège Anne-Franck, puisqu'il n'était pas en QPV, on a réussi à le rattacher
à la cité éducative, ce qui veut dire en fin de compte que parce qu'après c'est l'ensemble des groupes scolaires qui dépendent du territoire du collège concerné, donc c'est tous les groupes scolaires de Grande-Synthe qui peuvent bénéficier de cette cité éducative. Et ça c'est important, c'est un gros boulot, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de très très favorable pour nos jeunes. Et il faut savoir qu'en 2021, quand on a commencé cette aventure cité éducative, on était la première, je crois une des premières en France, sinon la première à être intercommunale. Parce que c'est la première, parce que souvent les cités éducatives sont ciblées sur une seule ville. Il peut même y en avoir des fois 2 dans une même ville par rapport aux différents quartiers. Et là, l'enjeu, c'était vraiment de la faire vivre en intercommunal. Et je pense que le bilan, on a eu l'occasion de le faire dernièrement, il a été positif. Et je pense que dans cet élan, c'est vraiment les villes qui ont été les précurseurs et qui ont été les chevilles ouvrières, parce que c'est eux qui connaissent le mieux la population, les enfants et les spécificités de territoire. Et je pense que ça a vraiment été un très très bon maillage. Donc merci à vous toutes et à vous tous pour le boulot que vous faites sur la cité éducative. Selima ? Moi, je voulais surtout rebondir sur l'opportunité de cette cité. Ça a surtout permis à 3 communes, bon, Dunkerque, Saint-Paul se connaissent, mais d'ajouter Grande-Synthe, 3 communes. Les 3 villes ont appris à se connaître, à travailler ensemble, à porter des projets. Chaque commune a sa spécificité, certes, mais sur des thématiques comme le handicap, l'inclusion, sur l'accueil individuel. Il y a un vrai problème avec les assistantes maternelles qu'on n'arrive pas à remplacer, qui partent à la retraite. Donc ça, c'est vraiment un métier qui disparaît, alors qu'il y a vraiment un besoin pour les familles, surtout les familles qui travaillent. Donc on a vraiment mené des belles actions, les 3 communes, tout ensemble. Et ça, je trouve que c'était vraiment, c'est vraiment le point positif de cette cité éducative. Et si dans 3 ans, il n'y a plus de cité, je pense que ce partenariat-là, il faudra vraiment le maintenir, parce que c'est bien de se nourrir les uns les autres. Je pense à la formation des agents à la ville de Grande-Synthe sur les questions du handicap. Donc du coup, à la ville de Dunkerque, on s'est dit, bon, on a du personnel, on va les sensibiliser aussi. Toujours recruter des AESH, des personnes en plus, c'est pas forcément la bonne solution. Sensibiliser nos personnels, voilà, on s'est inspiré de cette expérience grande-synthoise, par exemple, pour ne citer qu'elle. Mais c'est vraiment un beau projet. Merci Selima. Et je vais remercier aussi Samira parce qu'elle a pris cette délégation en cours de route lorsqu'elle est arrivée au conseil municipal et elle s'y est particulièrement investie. Elle a tout de suite mesuré et compris les enjeux. Alors c'est beaucoup de travail, une cité éducative, mais les enjeux sont grands et les résultats sont probants. Donc merci. Voilà, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non, bien entendu. Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie, ce qui nous permet de passer au point suivant, qui est l'avance sur subvention, donc demandé, et là c'est Michel Dassonville en grande partie qui sera relayé par Karine. Merci Monsieur le maire. Les associations suivantes auront à faire face dès janvier 2025 à des dépenses de fonctionnement liées pour la plupart à des frais de personnel. Et il est nécessaire de prévoir le versement d'un acompte sur les subventions qui seront inscrites au budget primitif 2025. Les dépenses seront imputées à l'article 65 748 du budget et régularisées sur le crédit voté pour ces associations lors du budget primitif 2025. En vertu des dispositions de l'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales définissant la prise illégale d'intérêt, les membres du conseil municipal concerné et mentionnés ci-compte ne prennent pas part au vote pour cette association. La STV, 220 000 €, ne participe pas au vote. Karine Panchon, Patrick Juste, William Sergent, Anne-Sophie Vanel. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Je continue. Maison de l'Initiative, 450 000 €, ne participe pas au vote. Nicolas Damy, Benoît Cuvelier, Michel Pinel-Attab, Keltoum Amichi, Nathalie Lenazière. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Amicale du personnel communal, 250 000 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Régie de quartier, 75 000 €, ne participent pas au vote. Bernard Junot, Nicolas Damy, Denis Verret, Michel Pinel-Attab. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Bécard Blues Festival, 10 000 €.
Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. AATGS 2500 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. L'association Les 3A, 5 000 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Et l'association des aînés, 2 000 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Donc il en est de même pour l'OGS Foot pour 110 000 €, pour l'OGS Cyclisme pour 10 000 € et pour l'association des poneys du Prévert pour 22 500 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur ces délibérations. Voilà, donc c'est toujours les avances de subvention en temps de vote du budget. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Donc on va passer au vote. Je vais les faire une par une, parce qu'il y a des gens qui ne participent pas au vote. Pour la STV, y a-t-il des votes contre, des abstentions non plus? Voté à l'unanimité, je vous en remercie. Pour la Maison de l'Initiative, y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Pour l'Amicale du personnel communal, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Pour la Régie de quartier, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Pour le Bécard Blues, pardon, il y a une de... Non, excusez-moi. Quelqu'un a toussé, c'est pas moi. Je ne suis pas le seul à être malade, c'est pas mal. Bécard Blues, y a-t-il des votes contre, des abstentions? C'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Pour la ATGS, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Pour les 3A, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Pour l'association des aînés, y a-t-il des votes contre, y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Pour l'OGS Football, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Pour l'OGS Cyclisme, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Et pour les poneys du Prévert, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. L'avance sur subvention pour le CCAS, Patrick. Merci, Monsieur le maire. Alors, Monsieur le maire expose à l'Assemblée que l'action sociale municipale est une priorité pour améliorer le quotidien et lutter contre l'exclusion. Le Centre communal d'action sociale met en œuvre cet accompagnement et coordonne cette action sociale et solidaire. Aussi, afin de garantir le fonctionnement du CCAS et le versement des aides aux Grands Saintois, éligibles jusqu'au vote du budget primitif 2025, une avance de subvention est sollicitée par l'établissement pour un montant de 700 000 €. Elle permettra notamment d'assurer les premiers versements auprès des 240 familles bénéficiant du minimum social garanti. Cette avance servira également pour le premier trimestre 2025 à l'accompagnement des Grands Saintois en grande précarité à la suite d'accueil d'urgence par les assistantes sociales via les chèques d'accompagnement personnalisés, des titres de paiement permettant aux personnes en difficulté d'acheter des produits de première nécessité. De plus, l'avance facilitera également la réalisation des mandats directement auprès des usagers ou des prestataires dans le cadre des dettes liées aux fluides, à l'énergie, au maintien dans le logement et de verser aux étudiants le revenu minimum étudiant ainsi que les aides à la formation et à la mobilité professionnelle. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Voilà. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je rappelle également que les membres du conseil d'administration qui sont élus ne participent pas, bien entendu, au vote. Donc, s'il n'y a pas de demande de prise de parole, je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au fonds d'aide exceptionnelle aux associations. Michel et Karine. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'un crédit total de 40 000 € a été ouvert au titre du fonds d'aide exceptionnelle au budget primitif 2024, afin de soutenir les associations dans l'organisation de manifestations et les réalisations des projets qu'elles ont prévus. Monsieur le maire soumet à l'Assemblée la liste des subventions à verser au titre de ce fonds, suivant les conditions fixées avec les associations par convention. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. L'association Bouche en Cœur, 514,20 €, Séphir, 500 €, le CEM, 323,28 €, Métamine, 5 000 €, les jeunes cinéastes, 750 €. L'objet des actions soutenues figure dans la note de synthèse. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération.
Il en est de même en fonds d'aide exceptionnel pour l'OGS Cyclisme. L'association sollicite une subvention pour l'aide à la formation de 2 éducateurs pour 900 €. La FDS Football sollicite une subvention pour l'achat d'équipements pour les jeunes footballeurs de 1 000 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur ces délibérations. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Salima? Alors, bien sûr, on est favorable pour toutes ces subventions, mais est-ce qu'il y a des associations qui ont sollicité une aide et qui n'apparaîtrait pas dans cette délibération? Non? En sachant qu'avec les restrictions budgétaires qu'on subit depuis une paire d'années, vous avez remarqué qu'on a quand même diminué cet effet d'opportunisme sur cette enveloppe qui est passé sur sa globalité de 80 000 à 40 000 € maintenant. Donc c'est vrai qu'on essaie vraiment, parce que nous on a 3 modes de financement par subvention de nos associations de façon historique. C'est la subvention de fonctionnement, la subvention sur projet et la subvention exceptionnelle. Et là on s'attache vraiment que l'exceptionnel soit de l'exceptionnel. Donc c'est de la formation d'éducateurs, c'est un achat imprévu hors budget pour le club. On a quand même mis des règles beaucoup plus drastiques qu'elles aient pu exister avant. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Non. Si on n'a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et on passe au dernier point à l'ordre du jour, si je ne me trompe pas, qui est la fusion administrative des écoles Pierre et Marie Curie. Anne-Sophie. Merci, Monsieur le maire. En concertation avec Madame l'inspectrice de l'Éducation nationale, Monsieur le maire propose d'opérer la fusion administrative des écoles maternelles et élémentaires Pierre et Marie Curie. Monsieur le maire précise que celle-ci permettrait de garantir une décharge de direction assurant une gestion sereine et efficace du groupe scolaire. Ce projet de fusion a été présenté au Conseil d'école du 5 novembre 2024 et a été voté à l'unanimité. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Salima? On n'a pas les effectifs maternels, élémentaires. Il y a 10 classes en tout, c'est ça? Il y en a combien en maternelle? On ne sait pas. 4. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Hein. Ça fait la suppression d'un poste. Donc, bah si. Parce que là, il y a 2 directeurs. Je comprends bien. Là, ça permet 10 classes. Oui, parce que le deuxième n'est pas remplacé encore, c'est ça? Non. Oui, oui. Je ne voulais pas intervenir, enfin voilà. Mais la direction que j'assurais à l'époque n'a pas été remplacée. Elle est pourvue par la directrice de l'école maternelle. C'est-à-dire que la directrice de l'école maternelle assure la direction des 2 écoles. Donc ça fait quand même un poste en moins. Voilà. Bon, maintenant, 10 classes, ça permet une décharge complète. Voilà, ça j'entends bien. 10 classes, ça permet une décharge... Non? Une demi-décharge? Ouais, allez-y. C'est une demi-décharge, mais ça, c'est le calcul de l'administration de l'Éducation nationale. Ouais. En fonction du nombre de classes, c'est une demi-décharge. Il faut savoir que sur ce type de délibération, parce que ce qui est assez étrange aussi, c'est que la demande doit venir de la collectivité pour faire les fusions des groupes scolaires. C'est assez étrange vis-à-vis de l'éducation nationale et leur mode de fonctionnement, mais c'est toujours fait, nous, à la demande des équipes éducatives du groupe scolaire concerné. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé, c'est quelque chose qui est demandé et concerté au préalable. Et Anne-Sophie a fait pas mal de rencontres avec les services de la mairie, avec l'équipe éducative et Madame l'inspectrice, justement, pour voir le plus favorable pour l'organisation du groupe scolaire et aussi en termes de disponibilité et de décharge pour la personne concernée. C'est un calcul assez scientifique, mais bon. C'est vrai que ouais, on a des écoles où il y a 10 classes, il n'y a pas de décharge complète. Ouais, je dis, c'est vrai. Ouais. Ça devrait pourtant. Parce que gérer une maternelle et une élémentaire, les maternelles,
les parents sollicitent beaucoup les enseignantes. Enfin voilà, en élémentaire, les parents sollicitent aussi beaucoup les enseignants sur les apprentissages, etc. Donc voilà, moi c'est... Après, je sais très bien que ce genre de proposition de fusion vient toujours de l'école, de l'éducation nationale. C'est pas la mairie qui se dit ah bah tiens on va fusionner. Ça, je suis d'accord. Alors, on a je vais les remercier, des agents hyper réactifs. J'ai les effectifs de Pierre et Marie Curie. Donc, en maternelle, 3 classes pour 74 élèves. Et pour l'élémentaire, 6 classes pour 117 élèves. Donc, ça fait 9 classes en tout. On n'est pas à 10, ouais. Donc, il y a 9 classes en maternelle. Ah non, non 4 classes. 3. Non, pardon, 4 classes en maternelle. Parce que Nathalie a dit 4. Non, mais j'ai reçu un message, c'est 4 classes. On m'a mis 3 et après on me met 4. Donc c'est 4 et 6. Non, c'est bien 4 et 6, c'est bien 10 classes. Et les effectifs, 74 et 117. Anne-Sophie, tu as quelque chose à rajouter sur... C'est aussi pour la continuité de la prise en charge des élèves et des familles, et aussi par rapport aux constitutions des listes de parents d'élèves, qui est compliqué dans certains niveaux. Et c'est aussi au point de vue administratif, parce qu'en ce moment, il n'y a qu'une direction et en fait, elle a tout en double. Donc, elle doit ouvrir 2 boîtes mail, enfin, tout est en double. Qu'on soit clair, quand l'éducation nationale ne remplace pas, c'est que, voilà, il y a anguille sous roche, on sait. Voilà, on sait. C'est qu'il y a un projet de fusion derrière et que... Bon, après, si vous me dites que vous avez rencontré les équipes, c'est concerté, que la directrice est toute seule, bon. Ok. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote sur cette proposition de fusion administrative des écoles Pierre et Marie Curie. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Il nous reste à approuver les décisions prises depuis le 14 octobre dernier. Y a-t-il des demandes d'information, d'observation? Non. Donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. Quelques dates avant de vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année en famille avec vos proches. Pardon? Hein? Je viens de le faire. J'ai pas oublié cette fois-ci. L'analyse financière de la ville par le cabinet Clopfer aura lieu le mardi 4 février 2025. Le conseil municipal avec le rapport d'orientation budgétaire aura lieu le mardi 25 février 2025, bien entendu. Et le prochain conseil municipal avec le vote du budget aura lieu le 25 mars 2025. Alors bien sûr que ces dates sont données à titre indicatif. Le cabinet, c'est quand? Le cabinet... Alors le 4 février. Le 4 février. On vous communiquera les dates. Eh bien, il me reste à vous remercier pour la tenue de ce conseil municipal, à vous souhaiter, comme je viens de le dire, de bonnes fêtes de fin d'année en famille avec vos proches. Profitez du Noël scintillant, profitez de cette fin d'année. Ne faites pas tomber vos verres, monsieur le DGS. Et bonne soirée à toutes et à tous. Merci.